Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce Zoom animé par le docteur Augustin Lerbourg et par docteur Hélène Père sur les périimplantites et les états de surface implantaire. Donc, je vais accueillir progressivement les participants qui sont en salle d'attente. N'hésitez pas à couper vos micros aussi pour ne pas perturber la présentation. Si pendant la présentation, vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans l'espace de discussion dans le chat. Et si vous en avez à la fin de la vidéo, dans tous les cas, vous pouvez intervenir directement en activant votre micro. Voilà, bonne présentation à tous. Merci Hélène, merci Axel. Hélène, je te laisse la main pour commencer. Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci à la Société Visi de m'avoir invité à cette présentation. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, donc je me présente rapidement. Je suis le docteur Hélène Père, je suis implantologiste exclusif et je travaille à Menton. Je vais vous parler aujourd'hui d'analyse de cas de périimplantite. On va voir en gros les différences entre une périimplantite sur des implants à surface rugueuse et la périimplantite sur des surfaces lisses. Et je vais essayer de mettre en avant un phénomène dont on parle peu, mais qui est attaché exclusivement aux surfaces rugueuses, qui est le phénomène de cratérisation. Alors, si on prend, je vais vous prendre d'abord quelques cas cliniques très simples. Donc ça, c'est Madame Valérie, elle a 52 ans, elle est fumeuse, elle est en bonne santé. En 2010, on va lui poser des implants à surface rugueuse en position 35-36 et 45-46. Et sur cette radio, donc c'est une radio de 2015, donc après 5 ans, on s'aperçoit qu'on a un tout début de périimplantite sur le col des 4 implants. On voit un tout petit cône qui apparaît. Et regardez, à 12 ans, on voit très nettement sur les 4 implants cette espèce de cratère. C'est vraiment un phénomène de cratérisation en arrondi que l'on a sur ce type d'implant. Ça, ce sont des implants à surface rugueuse. Donc là, on est à 12 ans, on a une périimplantite avec une mobilité de l'implant 46 qui était reliée par un bridge. Donc, c'est quand j'ai dévissé le bridge que j'ai vu la mobilité de l'implant. Je vais prendre un autre cas. On va prendre le cas d'Antoine. Antoine, c'est un patient de 78 ans, non fumeur, en bonne santé. On lui a mis des implants à surface rugueuse posés en mars 2012. Et ça, c'est la radio en 2014, soit 2 ans après. Et on voit bien 2 ans après, il n'y a pas de problème. Dans les 2 premières années, je ne vous ai pas mis la panoramique avant à 6 mois et 1 an, mais il n'y a pas de souci sur ces implants. Et regardez ce qui se passe. On voit, donc en 2014, après 2 ans, on n'a pas de problème de périimplantite. Sur la radio du milieu, en 2016, après 4 ans, regardez ce qui commence. On a déjà une perte horizontale de l'implant distal et regardez le phénomène de cratérisation qu'on a sur l'autre implant de devant. Et on s'aperçoit en 2012, en 2022, donc après 12 ans, qu'on a carrément un phénomène de cratérisation. On le voit très nettement. Alors, on va prendre un autre cas. J'ai posé en gros 50% d'implants à surface lisse et 50% d'implants à surface rugueuse. Ça, ce sont des implants que j'ai posés à surface lisse, qui sont des clones de Bradmark. Donc ça, c'est M. Giovanni, à 69 ans, non-fumeur, en bonne santé. En 2007, je lui ai posé 8 implants lisses. Ce sont des clones de Bradmark. Et en 2014, après 7 ans, il persiste une infection purulente sur l'implant 35. En fin de compte, cet implant 35, du jour où je l'ai mis, il y a toujours eu des soucis. Il y a toujours eu. Jusqu'au jour où il y avait vraiment du pu et tout, j'ai quand même dû l'enlever. Et on s'aperçoit que sur les implants à surface lisse, malgré le pu, malgré le problème, peut-être je me suis même trop près de la racine de devant, malgré tout ça, eh bien, on a certes une infection autour de l'implant, mais on n'a pas ce phénomène de cratérisation. Alors, ce qui se passe chez ce patient, j'ai retiré l'implant manquant. C'est un patient qui est âgé, hein, il a maintenant 80 et quelques années. J'ai retiré l'implant et j'ai gardé le bridge sur les 2 autres dents. Et ça s'est stabilisé. Si là, on voit la radio après 10 ans, il n'y a pas tellement de problème. On voit d'ailleurs que les implants les clones de Bradmark que j'avais mis dans le secteur 1 et 4 sont stables. Et là, j'avais mis entre-temps 2 implants à surface rugueuse que je surveille comme le lait sur le feu en haut à gauche. Alors, ça, c'est un patient, Patrick, très particulier chez Patrick, 45, très gros fumeur, mauvaise hygiène, du tartre, mais il est en bonne santé. En 2009, je lui pose des implants à surface rugueuse en 36-37. Je vais m'attacher qu'à décrire le travail de 36-37.
En 2014, après 5 ans, on a un début de périimplantite. Et regardez ce qui se passe. En 2014, après 5 ans, regardez la cratérisation que l'on a. Je traite bien sûr la périimplantite, je la traite de manière, à l'époque où on disait qu'il fallait juste surfacer, nettoyer, cureter. C'est ce que j'ai fait. C'était à peu près stable. Après 6 ans, on voit toujours le phénomène de cratérisation que je retraite encore une fois, de la même technique, et qui me donne le résultat. Après 8 ans, regardez la cratérisation, elle est finale. Ça va bouger, j'ai dû extraire. On s'aperçoit, après 9 ans, regardez dans l'état où c'est. Donc, j'ai continué à retraiter, toujours pareil, le traitement par curetage, aéropolissage, désinfection, tout ce que vous voulez. Après 11 ans, regardez les implants. Et après 13 ans, eh ben, c'est fini. J'ai une mobilité de l'implant final et de l'implant distal et l'os est complètement cratérisé, complètement bouffé. Alors, on va prendre un autre cas. Ça, c'est le cas de Anna. Anna, 66 ans, non-fumeuse, en bonne santé. En 2007, je lui pose des implants mandibulaires à surface rugueuse. Ça, ce sont des Scroven de chez Zimmer. Et en 2014, après 7 ans, j'ai une périimplantite avec cratérisation en 31. En 31, et avec une perte totale de l'ostéo-intégration sur l'implant 36. Les premières années, les 4 premières années, je n'ai eu aucun souci avec ce cas. Les implants étaient parfaitement ostéo-intégrés, il n'y a eu aucun souci. Et à partir de 4 ans, et là j'ai la radio à 7 ans, on voit bien le phénomène de cratérisation qui s'est passé sur l'implant de devant, le 31, mais aussi la perte totale du 36. Si on voit après 10 ans, donc cette dame n'a pas voulu que j'intervienne, elle n'a pas voulu que je retire l'implant distal, j'ai fait un traitement local, dirons-nous, mais pas très invasif de la périimplantite. Et après 10 ans, on a une cratérisation généralisée de tous les implants. Voilà, donc ça, je vais repartir sur le cas de Steven. Alors, Steven, c'est un patient de 29 ans, très gros fumeur, avec une charge occlusale très importante, mais qui est en bonne santé. En 2013, je lui ai posé des implants à surface rugueuse. On a la radio en 2015, après 2 ans, vous voyez, après 2 ans, il n'y a pas de souci. Et ce patient, il part dans la nature et pendant 7 ans, il est sans consultation et tout. Et il revient, donc en 2022, après 9 ans, donc 7 ans sans consultation, on a une perte de l'implant de la 26, une périimplantite sur l'implant 37, 46, 47. Voilà la situation dans laquelle je me trouve après 7 ans. Il est vraisemblable que la périimplantite, elle n'a pas débarqué à 7 ans. Elle est arrivée vraisemblablement entre 4 et 5 ans. Alors, le cas de Mireille, 80 ans, ce n'est pas une de mes patientes. Tous les cas que je vous ai montrés avant, ce sont mes échecs. Ça, c'est le seul patient qui m'a été adressé. Ce n'est pas un de mes patients, mais j'aurais fait certainement les mêmes erreurs. Donc, vous voyez le fameux Holland-Ford dont on parle beaucoup, en mandibulaire. Donc, cette dame, elle arrive, elle a 80 ans, elle a eu vraisemblablement des implants posés en 2015, et ce sont des implants Global D à surface rugueuse, et on a une cratérisation des implants 31-33. Pour revenir juste sur ce cas-là, ça vous montre qu'en fin de compte, le Holland-Ford, sur des implants rugueux, quand vous avez commencé à avoir une cratérisation de l'implant distal, et petit à petit, ça se propage sur les implants antérieurs, et pour finir, on a gardé 2 implants et on a fait une prothèse complète sur 2 implants. Alors, on va prendre ce cas, c'est un cas très intéressant. C'est le cas de Alain, 43 ans, non-fumeur, en bonne santé. Je lui ai posé en 99 un implant à surface lisse en position 36. La radio date de 2017, donc après 18 ans, on voit cet implant. Et chez ce patient qui ne vient jamais à la consultation, qui ne vient jamais faire les détartrages, voilà ce qui s'est passé. On a, donc après 20 ans, il débarque, il a une infection énorme sur la dent en position 37, qui est juste l'implant, et une parodontite sévère de l'adulte que je traite bien sûr avec un antibiotique, curetage, tout ce que vous voulez. Et j'extrais la dent numéro 37. Regardez au passage sur la blanc de devant, la dent numéro 17 et la dent numéro 47. Vous voyez ce que donne une parodontite agressive de l'adulte, ça donne ça. Et l'instant d'après, regardez la panoramique. Voilà, vous avez non seulement une égression des dents 17 et 47, mais vous avez carrément une version de la dent qui va s'expulser. Et malgré tout, 22 ans après, on a le petit implant lisse en position 36 qui est toujours là. On a certes une perte horizontale de l'os qui correspond grosso modo au vieillissement,
mais on n'a pas de cratérisation ni de perte de l'implant. Alors, l'étude, j'ai fait une rapide étude de mes cas et j'ai comparé les implants à surface lisse que j'ai posés de 99 jusqu'à peu près 2022. J'en avais quelques-uns, j'en ai 50%, et j'ai 50% d'implants à surface rugueuse. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, sur les implants à surface rugueuse, j'ai eu ce phénomène de cratérisation et de perte d'implants et d'os, de périimplantite, alors que sur mes implants lisses, j'ai perdu des implants, mais j'ai eu une perte plutôt horizontale de l'os. Certains implants ont été perdus, mais on n'a pas eu de phénomène de cratérisation. Donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt essentiel à utiliser plutôt des implants à surface lisse pour éviter ce phénomène de cratérisation et rendre les traitements plus pérennes dans le temps. Alors, qu'est-ce que la périimplantite? Pour avoir la périimplantite, on a vu que c'était plutôt un phénomène de cratérisation. Si l'on regarde, quel est le traitement de la périimplantite? Les traitements dont je vous ai parlé, qu'on faisait il y a quelques années, c'était des traitements aéropolissage, nettoyage, et c'est tout. Maintenant, on est à peu près tous d'accord sur le traitement de la périimplantite. Le traitement de la périimplantite, c'est très simple, il faut lisser la surface implantaire. Pour cela, il vous faut un minimum de 3 murs, il faut déposer la prothèse, d'où l'intérêt de faire des prothèses transvissées, parce que des prothèses scellées, si vous ne les sortez pas, vous ne pouvez pas traiter votre implant. Donc, il faut un minimum de 3 murs, il faut déposer la prothèse, il faut faire un curetage complet des tissus fibreux, en premier lieu. Puis, vous devez fraiser toutes les spires de l'implant exposé. Vous devez faire ensuite une décontamination de la surface implantaire. Alors, il y a plusieurs écoles, oxygénée, bétadine, chlorhexidine, métronidazole avec ou sans comblement, peu importe. Ce qu'il faut, c'est nettoyer physiquement et chimiquement l'espace, faire des sutures étanches, puis reposer la prothèse. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même faire une petite parenthèse sur ce traitement de la périimplantite parce que c'est important de comprendre que pour garder un implant qui est atteint d'une périimplantite, il faut lisser sa surface. Alors, face à cette périimplantite, j'ai quand même posé des questions aux sociétés implantaires et tous, ils ont sorti un implant, dans toutes les gammes, ils ont sorti des implants dans lesquels ils ont lissé la surface de l'implant. Alors, si on prend par exemple chez ETK, ils ont sorti de l'Ibone S qui a un col de 1,2 mm avec une surface de 0,6 microns, c'est-à-dire lisse. Si on prend Global D, ils ont sorti le Twincon qui a un col de 1,5 mm avec une surface de 0,4 micromètres, c'est-à-dire lisse. L'avantage, l'intérêt de l'implant Global D Twincon aussi, c'est qu'ils disent que maintenant, on peut enfouir non seulement la partie incurvée de l'implant, mais aussi un petit peu le col pour avoir un col qui dépasse les 2-3 mm. Ensuite, vous avez Biomed 3i, qui, eux, ont fait un implant avec un col de 1,25 mm et une surface de 0,25 microns. Et puis, vous avez un implant qui avait été dessiné par Philippe Caillat chez Implant Direct, qui s'appelle le Legacité, que j'ai posé pendant 2 ans, qui, lui, a un col lisse de 5,5 mm avec une surface rugueuse de 0,5 micromètres. Pour la petite histoire, cet implant qui était remarquable, cette société a été rachetée par la société Nobel, qui a supprimé l'implant Legacité et qui a sorti un nouvel implant dont on va parler après. Entre-temps, Philippe Caillat est passé dans une autre société qui s'appelle Southern Implant et lui a dessiné un implant qui se ressemble. Bon, là, l'implant que j'ai en photo, il est ondulé, mais l'implant existe aussi en col droit. C'est un col de 3 mm avec une surface de 0,6 microns. Et puis, la société Nobel, qui justement a racheté l'implant direct, a sorti un nouvel implant qui est sorti en 2019. Ils ont appelé ça le Nobel TI Ultra. Alors, sur ce type d'implant, on n'est pas arrivé à avoir beaucoup de renseignements. Ils ne répondent pas à nos mails. Ils n'étaient pas à l'ADF ni cette année ni l'année d'avant. Il semblerait qu'il ait un col d'à peu près 3 mm avec une surface rugueuse, une surface lisse de 0,49 micromètres, c'est-à-dire lisse. Le plus de cet implant, d'après eux, c'est l'anodisation de son revêtement. Et puis, bien sûr, il y a des implants que je pose actuellement qui ont une surface qui sont entièrement lisses. Je me suis posé la question après autant d'échecs, autant de périimplantite. Il ne faut quand même pas oublier qu'un implant sur 2 présente une périimplantite à 5 ans. Donc, je me suis tournée vers les implants entièrement lisses
qui était d'ailleurs le tout premier implant que j'ai posé en 99, qui était une structure qui n'existe plus, qui était lisse aussi, qui était de la même société. Et je pose actuellement le Fractal Plus et le Fractex qui sont entièrement lisses. Alors, on n'a pas à ce jour, comme je vous l'écris, de certitude sur ce que l'on doit faire pour la périimplantite. Est-ce qu'il faut mettre des cols lisses de 3 mm, de 4 mm, de 5 mm, du tout lisse? On n'a pas de certitude, mais il est essentiel de comprendre qu'actuellement, face à la périimplantite au niveau du col de l'implant, il faut préférer des surfaces lisses, et c'est d'ailleurs le sens où vont toutes les sociétés implantaires. Elles ont toutes sorti un implant avec un col lisse pour éviter ce problème de périimplantite, y compris la société Nobel. Donc, je résumerai quand même en étant positif, en disant que si un implant sur deux présente une périimplantite, un implant sur deux n'en présente pas. Donc, ce n'est pas non plus la catastrophe. Tous les implants qu'on a posés à surface rugueuse, il faut les surveiller. Il faut parfois réintervenir et lisser le col, mais on peut quand même les garder. Voilà. Pour conclure, j'espère vous avoir montré que le phénomène de cratérisation était surtout lié aux implants rugueux, qu'il apparaît en moyenne, je dirais, à la 5e, 6e, 7e année, et que le traitement, il nécessite un traitement après l'apparition de la périimplantite, de fraissage et de lissage de l'implant. Aujourd'hui, je pense qu'on a deux solutions. Soit nous posons de nouveaux implants rugueux dont le col a été lissé, et je pense que le lissage doit être d'au moins 5 mm, soit nous optons pour des implants à surface entièrement lisse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ou Augustin, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, je vais prendre la suite. Merci beaucoup, Hélène. Je vais te poser quelques questions peut-être avant. Notamment, quand tu parles de lisser la surface implantaire, surtout au niveau du col, c'est vrai que souvent, quand on a de la périimplantite, c'est qu'on a aussi beaucoup de tartre. Donc, Oui. en fait, quand tu lisses, c'est surtout pour enlever le tartre et de façon in fine, tu vas lisser la surface, c'est ça? Alors non, il y a deux phénomènes différents. Il y a le phénomène de tartre sur l'implant que l'on peut nettoyer avec un aéropolisseur. Ça, c'est pas compliqué et ça se fait systématiquement. Et il y a le phénomène de cratérisation qui est lié, bien sûr, à la présence de tartre et de tissu fibreux, mais qui est aussi induit par un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, c'est le phénomène de corrosion qui vient de la surface de l'implant. Donc, il faut non seulement lisser la surface de l'implant, mais il faut lisser toute la surface de l'implant exposée à la périimplantite. C'est-à-dire si l'implant il a 7 mm de spire exposé, il faut se fraiser les 7 mm de spire. Et ce n'est qu'en lissant l'implant, bien sûr, en enlevant le tissu fibreux, en curtant tout le tissu fibreux, en désinfectant, bien sûr, en détartrant et en désinfectant chimiquement et mécaniquement, qu'on a parfois une réparation de l'os. Parfois, ce n'est pas systématique. Et donc, de façon systématique, tu vas donner des antibiotiques aussi? Ah oui, bien sûr. Alors évidemment, antibiothérapie la veille, je préfère l'azithromycine 500 mg, un comprimé la veille, un comprimé le jour, un comprimé le lendemain. Et bien sûr, l'ouverture de la gencive, le curetage et tout ça se font sous antibiotiques. Et j'ajoute même souvent, bon après on peut en discuter, du métronidazole. Du métronidazole en injection dans l'alvéole, dans la poche de l'implant. Après, bon, il y a des petites subtilités qui consistent à suturer ensuite la gencive, repositionner la prothèse et laisser des fils très longs de manière à resuturer au-dessus de la prothèse, faire une double suture. Il faudra que je vous mette une diapo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Et dernier point, au niveau avec ton expérience, on voit que la compréhension des causes des périimplantites a quand même bien évolué ces dernières années. On entend souvent parler de la cause principale de l'infection due aux bactéries, et notamment des bactéries telles que P. nigrescens, etc. Et là, maintenant, on entend de plus en plus parler de la surface lisse et des conséquences des surfaces rugueuses par rapport aux périimplantites. Justement, est-ce que, par rapport à ton expérience, lequel des deux facteurs a le plus d'impact sur les périimplantites? Alors, là, j'ai eu très peu de temps, mais il y a plusieurs causes à la périimplantite.
Là, je n'ai parlé que de l'état de surface de l'implant, mais il est évident que toutes les autres causes rentrent en ligne. L'occlusion, l'hygiène, la maintenance parodontale, les maladies parodontales, les maladies systémiques, tout ça, ça rentre en ligne de compte, ça aggrave le problème. Mais je vous ai montré le cas de la parodontite que j'ai eu chez l'implant lisse que j'ai posé il y a 22 ans. Le patient a une parodontite agressive, il a eu plein de problèmes, j'ai extrait toutes les dents, il a eu plein de bactéries, il n'empêche que l'implant lisse, lui, a eu une perte horizontale de l'os, mais rien de plus. Donc, si vous voulez, l'état de surface de l'implant, c'est une complication au problème. Si vous avez un problème parodontal, un problème de bactéries, mais qu'en plus vous mettez des implants à surface rugueuse, c'est un plus, qui va s'aggraver au problème. Mais il faut bien sûr, pour répondre à la question, résoudre tous les problèmes. Le problème occlusal, donc de jamais sous-équiper. Je ne suis pas du tout une adepte du all-on-4 parce que quand vous perdez un implant, vous avez tout perdu. Donc, je pense il ne faut pas sous-équiper. Il faut équiper pour que ça soit plus solide. Et ensuite, il faut bien sûr régler le problème des bactéries. Les bactéries parodontales, ça se traite. On peut faire un traitement de surfaçage de toutes les dents, une antibiothérapie, on peut faire un suivi avec bain de bouche, avec tout ce qu'il faut. C'est un tout, hein. Il n'y a pas que les bactéries et que les surfaces, c'est un tout. Il faut prendre chaque patient, peut avoir plusieurs soucis. Le tabac en est une, sur la résorption osseuse. C'est un élément aggravant, le tartre, tout est à prendre en compte dans le traitement de la périimplantite. Et j'avais une autre petite question, c'était sur le diagnostic de la périimplantite. Parce que là, on voit qu'il y a différents stades aussi d'avancement de la périimplantite. On a des saignements, on peut avoir des gonflements aussi, oui. des tissus périimplantaires, l'hyperplasie et tout. Est-ce que la douleur des personnes, est-ce qu'il y a de la douleur de façon systématique chez les patients qui ont la périimplantite ou pas? Alors, c'est une excellente question. Tous mes patients présentant une périimplantite n'ont jamais eu aucun problème de sensibilité. Je faisais des panoramiques, je regardais la périimplantite évoluer, le patient me disait « mais ça va très bien docteur, tout va bien, les implants ne bougent pas, il n'y a aucun problème ». Alors, c'est souvent, d'ailleurs, par hasard, je leur disais « il y a un problème » et le patient n'était pas du tout d'accord. La patiente chez qui j'ai fait un traitement complet avec 8 implants inférieurs n'a même pas voulu que je retire l'implant qui n'avait plus de support d'os. Ils n'ont aucune douleur. Parfois, on a, comme le patient chez qui j'ai mis un implant lisse, un problème d'abcès et de pus. Et là, il faut intervenir parce que le patient a mal. Parfois, vous avez une inflammation du tissu autour du col de l'implant, plutôt du style une mucosite au niveau des tissus fibreux, où il peut avoir mal, mais pas plus que ça. Par rapport à une rage de dents ou un problème dentaire, pas plus que ça. Ils n'ont souvent pas tellement mal. Quand ils viennent, c'est vraiment l'implant bouge, ils ne comprennent même pas pourquoi. Donc, non, il n'y a pas de douleur. Grosso modo, dans 90% des cas, il n'y a pas de douleur. Et au niveau de l'évolution des tissus mous autour de la périimplantite, est-ce que ça évolue de façon proportionnelle, c'est-à-dire on a aussi une diminution de l'épaisseur gingivale ou oui. Pas forcément? Oui, on peut avoir une diminution de l'épaisseur gingivale, pas forcément. On peut avoir l'inverse, une prolifération du tissu gingival qui gonfle et qui devient rouge. Et des fois, on n'a rien. On n'a rien du tout. On a la gencive qui est rouge, mais assez stable. L'importance du tissu muqueux, il est surtout important autour de l'implant. Il faut essayer de privilégier un maximum de gencives attachées. Si en plus on a une gencive mobile autour de l'implant, on a les muscles et les insertions musculaires qui tractent le joint et le joint n'est plus étanche. Vous pouvez avoir une perte d'étanchéité du joint simplement par la mastication et les forces musculaires, alors qu'une gencive bien attachée vous protège quand même ce joint. Parce que le départ de la périimplantite, c'est le joint. C'est le joint ou un problème de corrosion de la partie col de l'implant, qui est liée à la salive, bien sûr, et certainement à d'autres phénomènes. Docteur, j'ai une question. Vous parliez de périimplantite, souvent qui se déclare à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, voire plus. Oui. Est-ce qu'on peut trouver des cas où la périimplantite se manifeste beaucoup plus tôt, à 1 an ou 2, qu'elle puisse déjà être visible beaucoup plus tôt que ça? Alors oui, c'est arrivé dans un de mes cas. On avait une apparition progressive de la périimplantite déjà à 2-3 ans, avec un tout petit col. On devinait que… Le problème, c'est qu'on admet
que la première année, on perd à peu près 1 millimètre d'os. Souvent, quand on pose un implant, on admet qu'on a une petite perte. C'est l'histoire de l'école de Bradmark qui nous dit, quand on posait le Bradmark, on perdait l'implant jusqu'à la première spire. Et c'est un peu resté, mais ça n'est pas une bonne chose. Dès qu'on commence à perdre un peu d'os, en général, la périimplantite, elle est déjà visible à 2-3 ans, mais la cratérisation, c'est vraiment 4, 5, 6 ans. C'est pour ça que souvent, les gens nous présentent des nouveaux implants et nous disent à 4 ans, c'est formidable. Mais le problème, c'est que la périimplantite, elle arrive à 5, 6, 7 ans. Et c'est ce recul-là qu'il faut pour bien voir si l'implant est stable. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que selon les facteurs aggravants, on peut avoir des périimplantites, mais que même chez un patient qui est en bonne santé, qui a une bonne hygiène de vie, on n'est pas à l'abri d'une périimplantite avec des implants à surface rugueuse. Oui, ça m'est arrivé d'être obligée de déposer des implants. J'en dépose beaucoup des implants. Là, je n'ai parlé que de mes échecs, sauf un cas, mais je parle que de mes échecs. Mais à Menton, je dépose beaucoup de gens qui viennent à la retraite, forcément à Menton, et qui arrivent avec des problèmes et je perds des implants. Alors, il y a l'âge aussi. On admet, on oublie certainement que le vieillissement au niveau osseux, c'est 1 millimètre par 10 ans. Donc, il y a aussi l'âge, l'évolution de la santé, l'évolution de la vie qui fait que les implants, ils arrivent et parfois, j'en dépose beaucoup. J'ai pas mal de périimplantites sur tout type d'implants, mais j'ai remarqué que c'était toujours des implants rugueux. D'accord. Et peut-être encore plus ceux qui sont un petit peu coniques plutôt que ceux qui étaient droits. J'ai l'impression. D'accord, ok. N'hésitez pas, si jamais les présents dans la salle, à activer vos micros et à poser des questions si vous le souhaitez. Oui, moi j'ai une question. Oui. Oui. Par rapport aux surfaces rugueuses, donc la rapidité de l'ostéo-intégration avec une surface lisse, est-ce que ça change quelque chose? Bien sûr que ça change. C'est une excellente question. Effectivement, quand je posais des implants à surface rugueuse, j'attendais un délai de 2 mois pour poser la dent. Ça marchait bien d'ailleurs. Et je me suis aperçue qu'avec des surfaces lisses, j'attends 3 mois. Parce que bien sûr, vous avez un autre phénomène. On va parler, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais je vais quand même vous le dire. On est en train d'étudier justement avec Augustin le problème du serrage des implants. Et toutes les sociétés implanteurs, y compris la société Nobel, nous disent qu'il ne faut pas serrer un implant à plus de 50 newtons ou 70 newtons, soi-disant pour une question de compression d'os. C'est tout à fait faux. En fin de compte, quand on serre un implant entre 50 et 70 newtons, on abîme. Vous me voyez? Oui, Voilà. Voilà, on abîme la surface de l'implant. Et comme on abîme la surface de l'implant, on a des tas de particules de TA6V, n'oublions pas que l'implant est en titane, aluminium, vanadium, qui se répartissent dans l'os et qui vous font perdre l'implant en première intention. Donc, l'idée, c'est de dire, il ne faut surtout pas serrer l'implant pour ne pas avoir des… On ne parle pas beaucoup, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de la perte primaire des implants. C'est-à-dire, on pose les implants et 2 mois après ou 3 mois après, quand on va faire pour l'empreinte, l'implant n'est pas ostéo-intégré, il est fibro-intégré. Donc, il est certain que l'avantage des surfaces lisses, c'est que vous pouvez les torquer. Et moi, je torque mes implants à bien plus de 50 newtons. Mon associé, lui, utilise d'autres implants à surface lisse avec un petit revêtement, ce qui fait qu'il est obligé de respecter les 50 newtons. Et je vois bien quand je passe derrière lui dans une chirurgie que le moteur est vraiment ciblé à 50 newtons pile. Et moi, je serre à 50 newtons et après je prends la clé et je continue. Avec une surface lisse, vous n'avez pas ce phénomène de dégradation de l'état de surface de l'implant et vous pouvez torquer. Et moi, je torque pas mal mes implants. Néanmoins, je les laisse cicatriser 3 mois. Parce que je pense que la physiologie osseuse, c'est 2 mois. Et sur les implants lisses, il faut reconnaître que ça dépend aussi de la surface de l'implant que vous avez mis. Si vous avez pu mettre un implant de 3,75 sur 12 mm ou 13 mm, vous avez assez de surface os-implant pour que ça tienne. Mais si vous jouez un petit peu les cow-boys comme je joue, souvent avec des implants plus petits, vous n'avez pas assez de surface implantaire. Donc, vous attendez 1 mois de plus de cicatrisation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, en partie, mais parce que je me posais aussi la question, sachant qu'effectivement, on a peut-être une ostéo-intégration un peu retardée sur les mises en charge immédiates. Parce que quand on a un cas de Holon 6 ou Holon 8, évidemment, on s'en sort par le nombre d'implants, donc on peut faire une mise en charge immédiate. Mais dans le cadre d'un implant antérieur où on essaye de faire une mise en esthétique immédiate sur un seul implant, c'est peut-être plus risqué avec un implant à surface lisse alors. Alors, oui et non.
Votre question est excellente parce que nous qui faisons pas mal de mise en charge immédiate, l'intérêt de mettre des implants à surface lisse, c'est que justement, vous les torquez plus fort. Comme vous les torquez plus fort, vous avez une meilleure fixation primaire. Du coup, l'empreinte, quand vous faites l'empreinte, vous n'avez pas de risque de dévissage ou de problème. Et quand vous mettez en mise en charge immédiate, surtout si vous faites un phénomène de vous reliez tous vos implants, vous avez vraiment le fixateur externe, l'implant lisse est très bien parce que vous le torquez. Et y compris dans les zones d'extraction. Moi, dans les zones d'extraction, non seulement je mets des gros implants, mais je torque. Et c'est vrai que là, par contre, soit je fais de la mise en charge immédiate rapide et je solidarise mes implants et je torque mes implants, soit j'attends au lieu de 2 mois, 3 mois de cicatrisation. Avec un implant rugueux, vous ne pouvez pas torquer plus de 50 newtons. Moi, je trouve que 50 newtons, quand on fait une mise en charge immédiate et qu'on doit faire des empreintes, on va avoir des phénomènes d'arrachement. Et puis, quand on va visser la prothèse, on sait tous qu'elle ne rentre pas partout pareil. Quand vous forcez sur l'implant, et ben, des fois, vous lui faites faire un tout petit quart de tour qu'il dévisse. Du coup, vous n'avez plus 50 newtons sur cet implant. Et parfois, c'est celui que vous perdez. Donc, effectivement, on peut se poser les deux questions. Il y a du plus, mais il y a aussi du moins. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Hélène. Déjà, premièrement, sur la rapidité d'ostéo-intégration. Donc là, il est clair, en fait, d'un point de vue physiologique, métabolisme des ostéoblastes, dans un environnement qui est beaucoup plus accidenté comme une surface rugueuse, là, on va avoir une différenciation précoce des ostéoblastes, justement, parce que les ostéoblastes, ils ont deux comportements, soit ils se différencient, soit ils prolifèrent. Ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Et sur le lisse, ça va davantage être sur la prolifération et non sur la différenciation cellulaire. Or, c'est la différenciation qui va générer la calcification, les cristaux d'hydroxyapatite, etc. Donc, d'un point de vue physiologique, on est clairement avec le rugueux sur une rapidité de l'ostéo-intégration. Mais effectivement, le deuxième point qu'a soulevé Hélène, c'est qu'avec le lisse, on peut torquer bien plus que le rugueux. On va générer beaucoup moins de particules de titane qui sont pro-inflammatoires. Et on sait que la rapidité de l'ostéo-intégration dépend aussi de la stabilité primaire. Donc là, si on a une bonne stabilité primaire, comme quand on fait une fracture, etc., il faut vraiment mettre un plâtre pour que justement on n'ait pas de mobilité et que l'ostéo-intégration secondaire se fasse rapidement. Donc là aussi, grâce au lisse, justement, on augmente la taille d'insertion, on augmente la stabilité primaire, ce qui fait que, in fine, on passe justement vers 3 mois pour les implants lisses. Le deuxième point, sur la mise en charge immédiate, il faut savoir que Victory, c'est quand même l'adepte des implants basaux, donc notamment pour des mises en charge pour des complets du haut ou du bas. Et là, les mises en charge immédiates, c'est vraiment extrêmement fréquent avec les implants Victory qui sont justement avec des plaques, des disques, des ptérygoïdiens, des obliques. Donc, les cas de mise en charge immédiate, c'est vraiment très fréquent et il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Je ne sais pas si tu peux… Alors, je vais juste rajouter quelque chose. Sur les implants basaux, fixateurs externes, on n'a aucun problème. On n'a jamais eu de souci avec la mise en charge immédiate parce que justement, d'abord, il y a une certaine élasticité des plaques. Et c'est vrai qu'en fixateur externe, on n'en a pas vu. Mais je pense que la question du docteur, je crois que c'est Bouchard, c'était sur les implants classiques. Des implants classiques sur lesquels on fait des Holland forts. Enfin, c'est ça votre question, docteur Bouchard, ou c'était autre chose? Oui, c'était ça. Hein, c'était plutôt les implants axiaux plutôt que les implants à les disques et les plaques. Oui, parce que pour l'instant, moi, je suis que sur les implants axiaux, j'ai encore pas de système. Mais, parce qu'avec les disques et les plaques, on n'a aucun problème. Le débat ne se pose même pas. C'est vraiment l'intérêt des disques et des plaques, c'est la mise en charge immédiate. Mais personnellement, moi, je n'en fais pas puisque je les envoie à Nice et je fais un peu comme le docteur Bouchard de l'axial, je pense. Oui, qu'est-ce que vous faites, docteur Bouchard, comme implant actuellement? Orthogire. Antogire, lequel de chez Antogire? L'axiome. Moi, je suis sur l'axiome. Ah, l'axiome de chez Antogire. Il a une bonne connexion, lui. Oui, voilà. J'en ai quelques-uns. C'est vrai qu'il a une bonne connexion. Oui, on est d'accord. Voilà, c'est facile parce qu'il n'y a qu'un seul système prothétique dessus, un seul diamètre. Mais bon, j'en suis satisfait, hein, ce n'est pas le problème. Simplement, moi, en ce moment, je recherche un peu des solutions parce que j'ai plein de cas dans ma patientèle de gens chez qui j'ai de l'os en bas, la mandibule, mais pas en haut. Et malheureusement, c'est des gens
voilà, soit on fait double greffe de sinus, greffe antérieure, etc. C'est quand même C'est vachement lourd, lourd, quoi. C'est super c'est lourd. lourd, c'est lourd. Et puis, si on met 4 ou 5 implants en bas, mais qu'en haut, on met un complet, au bout de 2 ans, ils n'ont plus d'os du tout Mais au oui, maxillaire. Donc, moi, je me contente de mettre 2 implants mandibulaires et de faire au bas complet. Mais je trouve ça un peu dommage parce que quand on voit ce qu'on peut faire, mais si vous oui. voulez, Vous pouvez aussi mettre 2 implants en haut, hein. Moi, je le fais souvent. Ça ne ouais. se décrit pas tellement dans la littérature. Mais je mets souvent 2 implants 13-23 et j'enlève le palais. Ah Ça oui, marche bien aussi, hein. C'est comme le complet du bas. Sur ouais. 2 implants, ben, je le fais en haut. Et ça marche bien, hein. Ah On en d'accord. fait beaucoup à Menton chez les personnes âgées. Mais c'est vrai on est un peu frustré de voir qu'en bas, on pourrait mettre plus d'implants Ouais, et qu'on est coincé par le haut. ouais, Alors, le haut, il n'y a pas 36 solutions. Soit il faut passer sur le système à plaque, qui est sans greffe, à plaque ou à ptérygoïdien, mais bon, c'est une autre dimension, hein, on est ouais, d'accord. ouais, ouais. Soit il faut se lancer dans les comblements sinusiens. Nous, chez les personnes âgées, au-delà de 75 ans, j'avoue que j'y vais un peu à reculons, donc je tendance à faire 2 implants 13-23 et un complet sans palais. Et en bas, c'est embêtant de mettre du très solide en bas parce qu'on casse tout le haut. Bah voilà, oui, Je suis assez d'accord avec vous et c'est très frustrant. Je ouais. suis d'accord. D'accord, oui, bon, bah, c'était un peu ma question. Et donc, pour en revenir à l'implant autogire, bah, en fait, il n'a pas de surface lisse, mais comme c'est un implant qui est sous cristal et qu'on met au-dessus un pilier qui est parfois assez haut, la surface lisse, elle est sur le pilier, quoi. Ah oui, donc vous Euh, l'enfouissez un petit peu plus en intra-osseux. voilà, ouais, moi je fais comme ça. Mais C'est vrai que la solution, le problème, c'est toujours pareil, c'est ce joint, le joint entre l'implant à surface rugueuse et l'émergence. Donc, si par sécurité, vous l'enfouissez d'un petit millimètre, d'un demi-millimètre dans l'os et que ce joint n'est jamais modifié, votre implant est pérenne. Ça explique pourquoi on a un implant sur 2 qui a une périimplantite, mais dans ceux qui n'en ont pas, on s'aperçoit que quand on a posé, on s'est donné un peu plus de marge de sécurité, on a bien enfoui le col. Et quand on enfouit bien le col, qu'on a une gencive étanche autour, on n'a pas de périimplantite, que ce soit du lisse ou du rugueux. C'est vraiment très, très stable comme environnement. C'est vrai que l'implant autogire a cette capacité, quand il est bien posé, bien en sous-cristal et qu'on ne touche pas le pilier, qu'on le mette, et puis point final, on est assez tranquille. J'ai eu assez peu de périimplantite, effectivement, sur ce type d'implant à Menton. Je crois que la société Antogir est quand même en train de sortir un implant avec un col lisse pour répondre à certaines périimplantites, peut-être certains praticiens qui n'ont pas eu cette espèce de sécurité de mettre le col en intra-osseux. oui, oui. Bon, Parce que ceci dit, hein, des fois on n'a voilà, pas la hauteur d'os. Je voilà, vous donne un cas, par exemple, des fois j'ai 8 mm, je mets quand même un implant de 8, mais comme je me rapproche du nerf dentaire, je suis un peu juste. Donc je colle 1 mm d'implant au-dessus de l'os, parce que oui, si je oui, descends, je suis dans le nerf. Vous oui, oui, ça voyez, arrive. on l'a tous fait. Et Oui, oui, c'est tout à vrai que fait. ça, c'est le cas type où maintenant, avec des implants lisses, je ne me pose plus de questions, je le Oui, bien fais. sûr. Avec des implants rugueux, quand vous n'êtes pas bien enfoui, Oui, oui, non, mais je suis bon, d'accord, hein, moi, vous allez me dire, mais les patients, quand ils sont vieux, la garantie de 10 ans, je ne l'ai pas trop. ouais, ouais. Mais c'est vrai que je le fais, ça aussi, et tant pis. Ah oui, je Je suis le fais d'accord. d'autant plus facilement que le col est lisse. Mm. L'état de surface est lisse, donc on peut laisser émerger un peu l'implant si on n'a pas la hauteur d'os suffisante. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres questions, docteur Bouchard Pas pour d'autres- l'instant, tout va bien. D'accord, bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie, docteur Père, pour la clarté de cette Je vous en présentation, prie. surtout pour la présentation de cas très concrets que sont vos cas cliniques. Mes échecs, et oui, j'en ai beaucoup. Bah oui, mais c'est grâce à ce type de présentation que ça permet de faire avancer la réflexion, le débat et donc la pause en cabinet aussi. Et donc, c'est des cas cliniques qui sont très clairs, qui sont explicites. Donc, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Merci à vous, docteur Ouais. Bourg également. Et merci, docteur Bouchard, pour la pertinence de vos questions, notamment sur l'ostéo-intégration des surfaces lisses, qui revient quand même souvent. C'est vrai que c'est un questionnement qui se pose, donc c'est intéressant d'en parler. Et merci à tous. Voilà, merci à tous. La prochaine présentation du docteur Lerbourg, c'est sur la stabilité primaire et les surfaces lisses, le 6 mars.
Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez potentiellement des questions. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci Mais- bien, vous aussi. Merci à tous. Au Merci. revoir, merci. Bonne journée. Au Merci revoir. Hélène. Au revoir.